Salut, c'est PC sur collaborationsoft.com, le podcast qui te donne les moyens de changer la collaboration dans ton milieu de travail avec des solutions concrètes testées sur le terrain et pas juste en théorie. Aujourd'hui, on va creuser comment être plus authentique au travail et qu'est-ce que ça peut changer. Et pour ça, j'invite Annick Davignon, qui est une experte dans la création d'expériences d'apprentissage et la facilitation. Elle utilise des méthodes ludiques pour favoriser les bonnes relations et apprendre ensemble. En tant que conseillère stratégique chez Dynamo, elle aide à créer des processus qui aident les groupes à s'améliorer et à se développer. Bonjour Annick. Salut PC, ça va bien? Ça va très bien et toi? Yes, c'est le fun de se... En fait, je trouve ça intéressant d'écouter quelqu'un me définir puis de dire qu'est-ce que la personne dit sur moi puis qu'est-ce que ça me fait à l'intérieur. Fait que je trouve ça intéressant. On dirait que je découvrais ma propre personne à travers ce que tu disais de moi puis pouvant valider. Je suis ça? Ah ouais, c'est vrai, je suis ça aussi. Ah oui, je fais ça. Wow! Comme si je m'impressionnais moi-même à t'écouter parler de moi. Et on est qu'au début. On va continuer, tu vas voir. Ouais. Donc, épisode sur l'authenticité. Mm-hmm. Le sujet, évidemment, de la collaboration. Donc, on a effleuré au fil des épisodes certains prérequis qui sont nécessaires pour la collaboration en équipe. Et on a aussi identifié à quel point avoir une safe zone était essentiel pour que les membres d'équipe puissent être constructifs, se challenger. Et avec toi, Annick, on va regarder une facette très individuelle de la safe zone qui va nous permettre un échange honnête en groupe. Mm-hmm. Être soi-même. Et c'est pas si évident que ça, d'après ce que j'ai compris, parce que ça demande pas mal de courage d'être soi-même. Pourquoi est-ce que c'est si difficile d'être soi-même? Donc, je pense qu'une des premières raisons pourquoi c'est difficile, c'est qu'il faut faire face à ce qu'on n'est pas finalement. pour être vraiment soi-même, il faut commencer par accepter vraiment qui on est. Et oui, je suis une joie de vivre, oui, j'ai le sourire facile, oui, je suis facile d'aller dans le positif, mais je suis aussi quelqu'un qui contredit les idées, qui peut être en désaccord, qui peut avoir une humeur des fois désagréable, qui peut même tomber dans du leadership négatif quand j'accumule beaucoup d'éléments qui me déplaient ou qui me dérangent. Fait que je pense que premièrement, ce qui est difficile, c'est d'accepter qu'on est lumière et ombre comme humain. Mm-hmm. C'est difficile pour l'impact que ça peut créer d'être pleinement soi-même. Puis c'est le fun quand on est pleinement soi-même puis que c'est plaisant, puis que le monde te dise « Wow, j'aime ça, qui que tu es » quand t'es vraiment toi. Mais si les gens aiment pas des choses de toi quand t'es toi-même, c'est dérangeant parce que là, c'est autant un oui à ton toi, mais c'est aussi peut-être un non à ton toi véritable. Fait que c'est courageux, puis on prend le risque de peut-être pas être aimé par tout le monde. Moi, c'est ça que je me suis rendu compte à vouloir vraiment être authentique. C'est si je fais ça, ça veut dire que ça se peut qu'il y ait du monde qui m'aime pas. Puis ça, c'est épeurant. Ça, c'est sûr que ça prend du courage. Accepter le fait que peut-être les autres ne vont pas nous aimer tel qu'on est. Exact. Ouais. Et c'est étonnant parce que, bon, on peut dire que ça tombe sous le sens à l'extérieur du travail, dans l'intimité ou avec des amis, en famille. Pourquoi est-ce que c'est si difficile au travail? C'est qu'est-ce qui fait que le travail, on se sente autant menacé puis qu'on a écrit comme un espace où il faut se cacher puis il faut s'adapter et tout. Puis c'est où les pain points ou c'est où ce qu'il faut intervenir pour pouvoir se permettre d'être autant pleinement soi-même au travail. Fait que quand je t'écoutais, j'étais comme ah, je pense que c'est ça. Puis je suis profondément convaincue que le monde du travail, mais la société perd à ce que je sois pas pleinement tout ce que je suis, incluant mes parts d'ombre, encore avec des guillemets, que mes parties lumineuses, tu sais. Fait que j'en suis profondément convaincue, mais je viens de commencer à vraiment être convaincue, puis j'approche la quarantaine, puis je me dis je veux pas que les gens, que ça leur prenne autant de temps à voir que tout leur soi
peut être bénéfique au travail. Ça ne veut pas dire que tu fais n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où, avec n'importe qui, être pleinement soi. Il y a un équilibre entre être totalement pleinement toi au service de la mission de l'organisation pour laquelle tu travailles. Là. Puis, parce que peut-être ça fait peur aussi pour les employeurs ou les organisations d'accueillir pleinement l'authenticité parce ça fait peut-être peur de... Ça veut-tu dire que mes employés vont me dire n'importe comment, n'importe quoi, n'importe où, à n'importe qui, dans n'importe quel contexte? Je comprends que ça peut créer de la peur ou de la résistance. Mais j'ai envie d'explorer quelque chose avec toi que tu disais. Tu prends ton expérience personnelle, puis il y a des personnes dans ton cheminement que tu as comme repéré qu'elles pouvaient peut-être manquer d'authenticité. J'imagine qu'on a tous un petit radar au fond de soi pour permettre de détecter ces choses-là. Mais en quelques points, comment est-ce que toi, tu détectes quelqu'un que tu suspectes qu'il y a un manque d'authenticité? Ouais, je voudrais pas dire que c'est la recette, mais c'est sûr que moi, personnellement, quand la personne dépose quelque chose de vulnérable, je le vois que l'impact que ça a sur moi, c'est tu me permets de moi aussi d'être un peu vulnérable. Puis souvent, je vais ouvrir la vulnérabilité pour la permettre à l'autre. Fait que pour moi, c'est sûr que c'est quelque chose qui m'aide à oser être plus moi-même, que quelqu'un soit plus vulnérable et tout. Partie de moi qu'en ce moment qui se raconte, faire comme hey là, Annick, t'es-tu en train de dire si ça fait-tu du sens ce que tu dis? Puis là, t'es-tu en train d'honorer ce que t'es en train de, tu sais, t'as été invité à un podcast, puis là, t'es-tu en train de dire quelque chose qui fait du sens? Fait que je vais juste vous dire que pour moi, l'authenticité, c'est aussi des fois être conscient de ses histoires intérieures, puis d'oser les nommer, pas pour que tu me rassures ou que tu me valides ou de quoi de même, mais pour pouvoir des fois le nommer. Puis une porte aussi que je pratique, c'est hey, l'histoire que je me raconte en ce moment, c'est... Puis là, je la dépose et tout, pour que la libérer de moi, la libérer de ma tête, puis permettre à l'autre de faire comme, ben effectivement, puis d'avoir le courage de se faire peut-être valider, de faire comme, oh merde, tu sais, vraiment, j'avais raison que c'était n'importe quoi, tu sais, ou juste la déposer pour pouvoir le mettre au grand jour et tout, parce qu'on s'en rend compte beaucoup des histoires qui nous permettent, selon moi, d'être pas nous-mêmes. Je pense que j'ai besoin de sentir aussi qu'il y a une responsabilité de la part de mes pairs quand on se met à être authentique et vulnérable, mettons, dans un check-in. Je pense que c'est là que ça prend un bâtissage de muscles dans les équipes, que si on veut accueillir la vulnérabilité puis l'authenticité, il faut aussi se responsabiliser que c'est pas la vulnérabilité puis l'authenticité au détriment du fonctionnement de l'entreprise, de l'équipe ou de la tâche qu'on a à accomplir. Puis c'est là que je pense que ça peut faire peur. Puis j'ai vécu souvent des milieux où on prône l'authenticité puis la vulnérabilité à un point qu'on n'arrive jamais à adresser la tâche ou ce qu'on a à accomplir. Puis c'est dans un contexte moindrement d'entreprise ou d'organisation ou de projet où il faut que ça avance. C'est vrai que ça peut donner mauvaise presse à la vulnérabilité et à l'authenticité si ce qu'on entend par ça, c'est on ouvre le cercle puis tout le monde peut prendre le temps qu'ils veulent pour nous raconter tout leur matin, puis que ça a bien été ou pas. Je te raconte en détail comment que mon enfant m'a souri, puis que mon chat est venu me faire flatter, puis là, c'est rendu too much. Puis c'est sûr que là, ça déborde. Puis là, c'est plus de l'authenticité pour moi. C'est de l'authenticité, mais pas au service d'accomplir ce qu'on a à accomplir aussi comme groupe, en fait. Fait que, si je mets dans le contexte de la collaboration, ce qu'on a quelque chose à accomplir, pour moi, ce que je travaille beaucoup, puis j'essaie de créer des espaces où ce que j'invite la vulnérabilité tout en la cadrant puis la contenant, puis en invitant les gens à se muscler. La vulnérabilité puis l'authenticité, c'est pas d'ouvrir puis de dire je prends 10-15 minutes quand on m'a donné une minute parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à vous raconter parce que je file pas bien ce matin, tu sais. On va continuer sur cette lancée puisqu'on parle de travail d'équipe. Dans ton expérience, justement, en quoi est-ce que l'authenticité, le fait d'être soi-même, a joué un rôle important dans la collaboration d'équipe? Qu'est-ce que ça crée? Ben, ce qui me vient, ça amène de la texture, ça amène de la diversité qui amène une richesse où on a accès à différents points de vue, différents bagages, différentes façons de penser, différentes toutes. Et c'est prouvé pour faire du brainstorm, faire du design thinking, faire de l'appréciatif, tout ça, la diversité est toujours mise de l'avant. Puis quand tout le monde s'amène soi-même, ça permet vraiment que tout le monde amène leurs idées et tout. Ce qui va amener peut-être plus de possibilités où ce qu'on ait des tensions, parce que ça se peut que si moi je m'amène pleinement puis toi tu t'amènes pleinement,
ça se peut qu'on soit vraiment à des opposés puis que ça soit, comme au début, pas trop aligné et tout. Fait que ça peut créer des tensions ou des impressions qu'on n'arrivera jamais à un point de ralliement. Si tu me mets dans un brainstorm, je vais aller dans des places que tu pensais même pas aller, dans les idées, qui va peut-être être beaucoup trop loin. Mais j'ai besoin aussi que quelqu'un soit pleinement soi-même puis d'amener une résistance à même des idées aussi pour me grounder aussi, me ramener, ou ça me prend des gens qui sont peut-être plus terre à terre pour me ramener aussi, ce que j'aimais pas avant, parce que moi, pour être authentique avant, je voulais pas personne m'empêche d'être pleinement moi-même dans ma grande créativité. Mais j'ai appris à apprécier ceux et celles qui sont pleinement eux-mêmes dans l'opposé, d'être plus dans la convergence. C'est des gens avec qui j'ai appris à bien travailler, souvent des personnes avec qui sont plus justement dans la structure, par la suite organiser les choses puis s'assurer qu'on est groundé dans le réel. Puis je t'avouerais qu'au début, le monde qui me groundait puis qui revenait vite sur le plancher des vaches, pour amener une belle expression québécoise, il m'énervait. Il faut être clair sur qu'est-ce qu'on veut faire arriver puis d'être engagé envers ce qu'on veut faire arriver. C'est ça la puissance, je pense, de faire partie d'une équipe, d'une organisation. Parce qu'il y a quelque chose qui nous rassemble. Si on est juste des humains pêle-mêle qui essaient d'être soi-même pleinement, ça va faire peut-être un festival, là, quelque chose de bien le fun, mais on n'accomplira peut-être pas quelque chose ensemble, puis c'est correct. Ouais. Moi, ce que je comprends là-dedans, c'est qu'il y a à la fois être authentique, c'est 2 efforts. C'est un effort pour soi, de s'accepter, d'accepter finalement sa part d'ombre, comme tu disais. On accepte plus facilement sa part de lumière, mais là, c'est accepter sa part d'ombre également. Le deuxième effort, c'est d'accepter celui des autres. Celui des autres va peut-être être en conflit avec le sien ou avec ses attentes. Donc, si on se fait ce cadeau-là de s'accepter, il faut être prêt à accepter les autres. C'est pour ça que j'ai mis 2 efforts, parce que ça peut être compliqué d'accepter les autres. Tellement. Je l'ai vécu, je le vois bien. Ouais. Mais ce que ça permet, de déchaîner la créativité, donc de penser en dehors de la boîte, d'avoir plus d'idées, d'avoir une diversité d'opinions plus vaste, puisque même des opinions contradictoires peuvent ressortir. Ça va générer des conflits constructifs. Donc ça, c'est intéressant, puisque on en a besoin de cette zone un petit peu de saine tension. Quand elle n'est pas là, peut-être que ça peut allumer le bullshit detector. On revient là-dessus. Et aussi, ça permet de créer un certain climat de confiance générale, parce qu'on sait chacun d'entre nous va se responsabiliser vers un objectif. Ouais. Donc ça, c'est puissant, parce que l'authenticité permettrait tout ça à un groupe. Et justement, si on essayait d'explorer certains points clés que des personnes pourraient essayer de mettre en action dans leur milieu de travail pour être soi-même plus authentique. Donc là, on va laisser de côté la portion plus complexe d'accepter les autres, mais juste, on va se concentrer sur soi. Comment est-ce que moi, je pourrais faire pour être plus authentique dans mon milieu de travail? Qu'est-ce que je peux essayer au quotidien? C'est peut-être conceptuel, mais de dire qu'est-ce qui arrive si je me lève le matin puis que toutes les personnes que je croise dans mon organisation, je me dis que je les aime comme ils sont. Je veux pas qu'ils changent, je veux pas qu'ils soient différents. Puis je travaille là-dessus à juste avoir une posture de peu importe comment les personnes sont dans mon travail, je les accepte comme ils sont puis que elles sont parfaites comme ça. Puis si on a de la misère à le faire pour soi, on peut revirer le miroir sur nous, faire comme qu'est-ce qui arrive si j'ai la conviction que tout le monde m'aime comme je suis au travail puis m'accepte comme je suis, exactement comme je suis en ce moment, puis de voir l'impact que ça peut avoir. Peut-être que un muscle, ça peut être juste de dire je vais vivre cette semaine ou cette journée aujourd'hui, je vous lance aujourd'hui, j'agis avec mon équipe et au travail comme si j'étais convaincue que tout le monde était 100% à l'aise. En sachant pas, en n'ayant même pas le validé autour de vous, mais juste faire voir qu'est-ce que ça fait comme impact. Puis après ça, d'essayer, pas le contraire, mais l'opposé, de dire je vais essayer de faire au moins une journée où peu importe comment les gens sont dans mon équipe ou au travail, je les accepte, puis je les aime, puis je les accepte 100% comme ils sont. Ça a peut-être l'air un peu hurluberlu, mais juste de changer sa posture, puis de faire comme si, fake it until you make it. Des fois, je l'aime pas cette expression-là, mais j'ai le goût de vous
vous la proposer pour faire un lien avec ce que je disais, mais aussi pour vous donner peut-être vous qui écoutez, et toi, Pierre-Cyril aussi. Fait que ça serait une. Mais une aussi qui pour moi, d'aller un petit peu plus loin, d'être dans la curiosité, en fait. Je pense que la curiosité a mauvaise presse, en fait. Je pense qu'il y a même une expression que la curiosité, c'est mal placé, puis que comme elle est la cause C'est un vilain défaut. Oui, c'est ça! Mais moi, j'ai le goût de la On m'a remettre. toujours dit ça quand j'étais petit, que c'était un vilain défaut, la curiosité. Et maintenant, c'est une compétence de travail. Oui, c'est ça, mais il faut distinguer la vraie curiosité de la curiosité mal placée, en fait. C'est la vraie curiosité, c'est elle que tu n'as pas la réponse, tu n'as aucune idée. Ben, un peu comme ce que je t'ai posé la question dans la description du podcast, j'aurais pu il y a eu un peu de jugement en dedans de moi quand j'ai lu la zone neutre, puis j'étais comme there is no such a thing of zone neutre, puis j'ai le jugement qui a émergé, puis je l'ai transformé en curiosité plutôt à faire comme hey, je vais aller valider avec Pierre-Cyril qu'est-ce qu'il voulait dire par zone neutre pour me rendre compte qu'on parlait la même chose et tout. Puis qu'on a pu se clarifier, en fait. Fait que ça, c'est un petit exemple de dire quand quelque chose vous trigger ou quelque chose vous allume de quelqu'un qui dit quelque chose puis que vous accrochez sur un mot, sur un comportement ou une façon de faire, souvent le jugement va apparaître parce que je pense que c'est assez humain. Je vous invite à chaque fois que le jugement arrive de prendre le jugement, de le mettre de côté puis d'allumer la vraie curiosité à faire comme que tu ne sais pas pourquoi cette personne-là a dit ou fait ça et d'aller faire cette personne-là avec une profonde curiosité de faire comme hey, j'ai remarqué que quand pour faire telle tâche, je te fais ça comme ça, je suis comme curieuse. Puis une vraie curiosité, pas une curiosité de faire comme je suis curieuse que tu m'expliques pour qu'après ça je te prouve que tu avais tort. Non, de vraiment être dans une profonde curiosité avec une sorte de présupposé que l'intention était bonne. La curiosité et le jugement ne peuvent pas être là en même temps dans notre tête. Ça peut être le jugement aussi positif des fois, d'être juste comme « Ah, wow, Pierre-Cyril, c'est vraiment magnifique tout ce qu'il fait », puis d'être dans un jugement super positif. Mais je suis sûre que je gagnerais à être curieuse pourquoi Pierre-Cyril fait toutes ces choses fantastiques-là, mais que ça l'implique sûrement toute une démarche, un contexte, peut-être des enjeux, pas le mettre sur un piédestal de jugement positif que tout est parfait pour cette personne. Fait que j'amène que le jugement, ça peut être autant négatif que positif, de le transformer en curiosité puis d'être dans la curiosité complète constamment envers les gens, mais aussi envers nous-mêmes. Moi, quand je vis des moments où je me trouve vraiment pas agréable ou que je suis comme dans des énergies négatives, je me juge un moment, puis j'haïs ça être dans ces moments-là. Puis après, je fais comme « OK, Annick, qu'est-ce qui se passe pour toi? C'est quoi ton contexte? » Puis ça m'aide à reprendre du pouvoir sur moi, à voir puis après ça, pouvoir m'expliquer beaucoup plus facilement avec les autres aussi. Je sais pas si ça te éveille une question. Je fais un lien finalement en fait avec le fameux fake it till you make it. On essaye pendant un court laps de temps de se dire c'est correct, les personnes sont comme elles sont, puis elles sont très bien comme elles sont. On l'essaye. Finalement, c'est déjà un peu de la curiosité. Mais on est au moins dans une posture de non-jugement. Ouais. Ce qui fait que je pense que les deux peuvent se répondre très facilement. J'ai comme le goût de dire si un truc qui pourrait être entre les deux, dans le j'accepte 100% la personne, puis avant d'aller dans la curiosité, un autre muscle que j'ai appris, que j'essaie de développer de plus en plus, c'est en anglais le noticing, observer en fait ce qui se passe. Moi, ça m'amène beaucoup dans y a-tu une émotion, y a-tu un inconfort, y a-tu une sensation, y a-tu puis là je fais juste observer ce que moi ça me fait ou ce que j'observe en ce moment. Puis je pense que de la puissance puis de pouvoir être capable de se regarder puis d'observer puis de voir ce que ça nous fait, puis que c'est comme un self-check-in que tu peux faire avec toi-même. En fait, c'est comme si ces outils-là m'aident à... Des fois, j'aurais même pas besoin d'aller vers l'autre, tu sais, que je pense que c'est l'autre avec qui il faut tout que je règle, mais ça prend de l'énergie, puis du courage, puis bien des affaires pour aller avoir une conversation, puis des fois, c'est pas possible. Et effectivement, je ne sors pas ça d'un chapeau magique, mais on dirait que je l'ai appris plus avec l'approche des relations authentiques, en fait, le authentic relating, qui est un truc qui est maintenant documenté, qui ont mis en lumière des muscles relationnels. Puis pour moi, ça m'a aidé à les comprendre autrement aussi pour me rendre compte de la communication non violente, mais qu'il y a aussi d'autres façons de l'aborder pour être dans un gym d'authenticité plus régulier. Ouais. La communication non violente, c'est un super sujet à explorer dans un prochain podcast. Il y a comme énormément de choses à aller regarder là-dedans.
Et c'est finalement le lien avec ce que tu fais, c'est quasiment se poser souvent la question, est-ce que c'est une observation ou est-ce un jugement? Ouais, ouais, Donc tu parlais d'observation. Donc ouais, là, c'est je me sens en colère parce que telle personne a fait telle chose. Le jugement, c'est de se dire, c'est vraiment un connard, Pierre-Cyril. Et de se ouais. dire, je suis vraiment en colère parce qu'a dit Pierre-Cyril. Ça, c'est une observation. C'est-à-dire, Puis il a même dit ça quelque chose, il y ouais, a eu un trigger, puis ça fait quelque chose sur moi. ouais, puis ça peut même aller comme après ce qui vient d'être dit, je ressens de la colère, puis tu sais, essayer de faire le moins de lien possible avec le stimuli, puis ce que je Mhm. ressens pour pas justement associer ça. Fait que vraiment, puis ça m'amène 2 autres mini muscles en fait que j'ai nommés un peu avant dans nos conversations. Tu sais, des fois c'est un Ouais. jugement, des fois c'est un présupposé. Fait que d'être conscient de nos présupposés aussi. Par exemple, là, je te regarde avec le visage sérieux, puis là, je pourrais présupposer que là, on est, je pense, à l'heure qu'il faut finir. Fait que là, son air moins souriant des dernières secondes, c'est sûrement parce qu'il se dit qu'il faut finir. Tu sais. Là, c'est un présupposé. D'être consciente de ça, c'est pas un jugement, c'est plus un présupposé, puis d'aller valider nos présupposés, de faire comme là, je veux que ton visage, il est comme un peu plus, on dirait qu'il y a comme moins de sourire dans ton visage. Est-ce que je présuppose que c'est peut-être parce qu'il faut finir, puis de laisser l'autre valider ou invalider mon présupposé dans des organisations, dans des équipes, dans des projets, mon Dieu, qu'on peut s'en créer des histoires, des présupposés. Je présuppose que l'autre va s'en occuper parce qu'elle t'en est toujours Mhm. occupée. Je Mhm. présuppose qu'elle, elle veut faire sûrement ça de même parce qu'elle est plus créative. Puis on présuppose plein d'affaires, puis on se raconte plein d'histoires, puis finalement, on se perd complètement dans le ici maintenant, puis dans qui on est en ce moment. Fait que d'autres muscles à vous offrir, c'est d'être conscient de nos présupposés puis de nos histoires qu'on se raconte, puis d'aller les valider, de les déposer, de les mettre en lumière pour pas qu'ils se mettent dans le chemin, en fait, de nos relations puis de notre travail ensemble. Parce qu'au final, c'est le lien humain avec soi-même puis avec les autres, selon moi, qui est à la base de toute collaboration. Là, je fais un gros statement ici, là, mais une absence de relation, une collaboration ne peut pas exister avec une absence de relation. Et merci en tout cas. Tu as touché un point essentiel parce que on a tous des biais cognitifs. Parfois, on essaie de confirmer ces biais à travers des personnes. On va aller chercher le feedback d'une certaine personne parce qu'on sait que cette personne-là est plutôt d'accord avec nous. Exact. Et elle va nous dire, ah, c'est une super bonne idée. Être à l'écoute et être curieux de savoir si on a un biais est un levier d'authenticité dans une équipe, permet à une équipe de pouvoir avoir un conflit constructif. Et donc là, tu parlais de verbaliser l'impact. Dans Mm-hmm. quel contexte est-ce que on a besoin de verbaliser l'impact Mm. pour être plus authentique? Mm-hmm. Partager l'impact que j'ai eu sur les gens, pour moi, c'est une des façons les plus puissantes où ce que je réussis pas à te dire c'est pas vrai, tu sais. Puis me faire dire Annick, t'es extraordinaire, je trouve ça super touchant, mais je sais pas qu'est-ce que tu veux dire quand tu me dis ça. Mais si tu me dis un moment ou quelque chose qui s'est passé puis l'impact que ça a eu sur la personne, ça m'aide à comprendre l'impact que j'ai sur le monde, sur les gens et tout. Puis pour moi, puisque l'impact que ça a sur moi, ben, je travaille et je muscle mon muscle à l'offrir aussi aux autres. Mhm. Dans un événement, il y a le copain d'une amie, il est là et tout, puis je suis proche de lui, puis je le sens dans mon corps que je me sens en sécurité avec lui, puis je dis ah, allô, enchanté, puis je sais pas, ta présence, je me sens super calme en ta présence et tout, puis j'ai dit, puis j'ai senti qu'il y a eu un impact, puis je le fais pas pour transformer les gens puis leur donner un, mais je voyais l'impact que ça avait de lui partager l'impact qu'il y avait sur moi. Fait que pour moi, c'est un énorme cadeau qu'on peut offrir aux gens. Mhm. Je pense que ça construit aussi des points de repère pour dans ce monde où on ne sait jamais si on est correct ou pas correct parce que selon le contexte, la journée, l'heure, on ne sait pas. Des fois, ça peut créer une insécurité avec des gens qui gèrent un projet puis qui ont besoin qu'on avance. Fait que j'ai appris par des partages d'impact aussi, puis moi, me regarder aller, de faire attention à ça, puis de pouvoir être dans la contribution. Ben, je te remercie. Donc là, on a vu 4 muscles qu'on peut essayer de faire travailler au quotidien. De ce que je comprends, c'est que ces 4 muscles-là, ils sont à travailler en même temps parce qu'ils se répondent. Donc, comme essayer de suspendre son jugement pour écouter, voir ce que ça peut faire, voir comment est-ce qu'on l'accueille. Donc ça, c'est aussi être à l'écoute. On parle d'être curieux.
donc de manière authentique. On n'essaie pas d'être curieux pour juger la personne, mais être curieux pour essayer justement de regarder un angle qu'on n'aurait pas vu auparavant. Ça aussi, c'est être à l'écoute. Donc, c'est être à l'écoute de soi, être à l'écoute des autres, pratiquer l'écoute active. Donc, tu mentionnais des ateliers où on pourrait perfectionner ça, c'est ça? Authentic relating, oui. Et aussi verbaliser l'impact. Donc, être vraiment authentique sur ce que ça fait à soi. Donc, si on est à l'écoute de soi, c'est important de pouvoir être franc avec la personne et pouvoir partager ce que on a ressenti de ça. La petite chose à faire attention, j'imagine, c'est quand on verbalise l'impact, le jugement peut embarquer assez vite. Donc, se poser la question, est-ce que c'est une observation ou est-ce que c'est un jugement? Oui, ce que tu penses, une histoire qu'on se raconte, un présupposé, et de partager aussi l'impact que ça a eu en soi, puis de se responsabiliser aussi dans l'impact que ça a eu, puis l'observation. Donc, c'est vraiment d'être toujours conscient de soi, d'être une capacité de toujours s'observer, en fait, qui peut être fatigant. Je vous invite des fois à plus vous observer, puis laisser un peu les choses couler. Mais plus que le muscle est là, plus que ça devient quelque chose de naturel, en fait. Puis c'est constamment. Puis oui, tous les travailler en même temps, mais on peut se donner des petits défis que cette semaine, j'essaie de mettre plus d'emphase là-dessus et tout. Puis trouvez-vous des alliés autour de vous, ce que, tu sais, je vais te donner le feedback, premièrement, de demander le consentement de l'autre personne. Es-tu prête à recevoir ton feedback, qu'il soit positif ou négatif, là, je mets des guillemets, constructif, positif, peu importe, ça, d'avoir le consentement de l'autre pour dire est-ce que tu es prête, puis accepter que la personne n'est peut-être pas prête. Moi, c'est ça, j'ai besoin d'être prête, puis qu'on me demande. Mais c'est ça, puis pas avoir peur de faire des erreurs, puis on se plante constamment. Et là, de là, l'importance de créer des liens de confiance, puis des liens profonds avec les gens. Puis ceux-là avec qui vous pratiquez, peut-être y aller avec des gens que justement le lien il est plus fort, comme ça, on n'est pas toujours là à briser en dedans des liens moins solides. Donc, peut-être pratiquer au début avec du monde avec qui vous savez que même si vous plantez solidement, la personne ne va pas partir en courant en vous insultant. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Annick, pour ton éclairage sur l'authenticité et comment ça peut nous aider à mieux collaborer. Ça fait plaisir. Merci pour l'invitation. Et à bientôt pour un nouveau podcast de collaborationsolve.com, le podcast qui te donne les moyens de changer la collaboration dans ton milieu de travail avec des solutions concrètes, testées sur le terrain et pas juste en théorie. Allez, des bisous.